images pour illustrer les fils qui partent en croisade. Alors vous voyez, on a un petit peu l'illustration des stigmates. Je ne vous ai pas amené des images des stigmates parce que justement les illustrateurs n'ont pas beaucoup illustré ces choses-là. Mais on voit vaguement, c'est Urien qui part avec Eudes, on voit vaguement un problème au niveau des yeux. Mélusine leur dit adieu. Là, c'est le combat contre les infidèles, contre les Sarrasins. Et puis, ceux qu'on brûle parce qu'ils sont vraiment très très méchants. Et vous voyez, vous avez une figure de roi ici. Dans les romans mélusiniens, je n'ai pas le temps de développer, vous avez aussi une très importante réflexion sur le roi idéal. On présente des rois qui sont parfois faibles, qui parfois commettent des crimes, mais on essaie de montrer que derrière cela, il y a possibilité d'un souverain idéal. On peut lire aussi les romans de Mélusine comme des formes de miroir du prince, de leçons de vie données au prince, notamment par la figure féerique. Donc, la fée se prononce très clairement en faveur de la croisade, ainsi précisément que les premiers fils qui partent en croisade, qui définissent un combat qui est un combat chrétien avant tout. Ils définissent comme des soldats du Christ, des soldats de la foi. Ce qui va expliquer qu'on va avoir même des rencontres avec le pape, puisque là aussi je ne développerai pas beaucoup, mais je vous ai parlé de Raymondin qui a une vocation religieuse très intense. Au lieu de sombrer complètement dans le désespoir, il va plutôt rejoindre la religion. Il va se rendre à Montserrat. Geoffroy aussi va se repentir, va solliciter le pardon du pape après avoir commis son crime. Alors le pape en question, il y a des incertitudes. On l'appelle Benoît chez Jean d'Arras, on l'appelle Léon chez Coudrette. On ne sait pas si c'est Léon VIII et Benoît V, ou si c'est plutôt Benoît IX et Léon IX. On n'est pas dans la même chronologie. C'est pas très très grave. L'indécision, elle est à mettre en lien justement avec cette interrogation sur les problématiques religieuses, à la fois au cœur du roman, mais des romans, mais en même temps au cœur du crime, au cœur de la transgression. En tout cas, on voit bien qu'il y a une interrogation, une aspiration à la religion, mais pas de façon complètement normée ou dogmatique. Voilà, c'était à peu près le parcours auquel je voulais vous inciter, que je voulais vous faire suivre. Et j'aimerais qu'on revienne, avant de conclure, sur cette image-ci. Voilà. Cette image-ci, c'est l'image de la première rencontre entre Raymondin et Mélusine. Et je voulais qu'on y revienne un tout petit peu parce que c'est une image qui est extrêmement codifiée, qui fonctionne comme beaucoup des images médiévales et qui fonctionne avec cette opposition, vous voyez, entre deux mondes qui est marquée dans l'image par ce tracé un peu transversal et puis avec cette image de la fontaine. Je vous ai dit, les fées, on les rencontre très souvent dans la nature, on a des arbres, on a l'air, on a l'idée qu'on est dans la nature, mais elles se présentent quand même comme des femmes courtoises, avec un vêtement de femme courtoise et près d'une fontaine. Là encore, émanation de la nature, passage avec la source, ce qu'on appelle la fontaine au Moyen-Âge, mais la source entre le monde souterrain et le monde chthonien, voire le monde aérien, c'est quelque chose qui peut passer d'un monde à l'autre. Et puis, c'est l'association du féminin et de l'eau, qu'on trouve très souvent, du féerique et de l'eau. La présentation par trois. Ce ne sont pas les trois sœurs ici. Mélusine, nous dit-on, est accompagnée de deux jeunes femmes. Très souvent, quand on rencontre une fée dans les récits médiévaux, elle est précédée par deux femmes, qui en général deux demoiselles, qui en général frappent le personnage par leur extrême beauté, qui est encore bien pâle par rapport à la beauté de la troisième. C'est ce qui a souvent fait associer les fées au parc, parce que vous voyez là, on a bien parti. Et puis Raymondin nous présente à cheval. Alors ça, c'est fidèle effectivement au récit. Vous vous souvenez, il est parti, il a quitté la scène où son oncle J mort, qui part à cheval, il laisse son cheval le guider. Ça aussi, c'est
très caractéristique des rencontres féeriques. On a d'autres personnages dans les textes médiévaux qui vont rencontrer des fées, et souvent c'est à des moments où ils sont plongés dans leurs pensées et où ils se laissent guider par leur monture. Pourquoi? D'abord, le réalisme, il chassait à cheval, bon, c'est normal qu'il se déplace à cheval. Et puis avec cette idée aussi que le cheval, c'est un animal plus ou moins psychopompe, qui peut passer d'un monde à l'autre, qui peut conduire les âmes du monde des vivants au monde des morts. Et puis le cheval est réputé particulièrement sensible aux interventions surnaturelles, aux créatures surnaturelles. Et souvent, il y a des petits indicateurs dans les textes médiévaux. Quand on nous dit qu'on est dans la forêt, que le personnage est plongé dans ses pensées, dans son intériorité, et que le cheval se met à trembler, on dit « Oula, il va y avoir quelque chose de surnaturel ». Parce que le cheval sent ces choses-là. Je vous dis plonger dans ses pensées, ce qui, au niveau de l'interprétation aussi de ces êtres féeriques, peut laisser penser qu'il s'agit effectivement d'êtres purement imaginaires, d'êtres psychiques. Est-ce que, là il y a un lignage, on est obligé d'avoir une autre possibilité, une autre interprétation. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi des êtres intérieurs, des compagnons intérieurs qu'on se figure dans notre imagination pour donner des clés ou des espoirs à différentes angoisses, différentes interrogations? Alors, c'est ce qui m'amène à ma conclusion. Ce petit parcours, ça a été l'occasion pour moi et pour vous, j'espère aussi, de voir certaines tendances, certaines caractéristiques de cette littérature médiévale. Je vous ai parlé souvent des liens entre la littérature et le réel, ce que nous on appelle aujourd'hui littérature et réel, en tout cas entre le réel et l'imaginaire. Roman historique, présence d'une fée, roman féerique, pour nous aujourd'hui c'est très conciliable. Mélange aussi entre culture populaire, je vous avais dit sans doute, essence orale et culture savante. Ça, c'est très très caractéristique de cette littérature en langue vulgaire. Cette conception différente de la nôtre, de ce que c'est que la littérature, de ce que c'est que l'histoire. On dit facilement littérature médiévale. J'ai commencé par vous dire, je mets 2 conférences en littérature médiévale, sauf que littérature, j'ai des collègues qui sont spécialistes de littérature du 16e, du 17e, et ce qu'on va appeler littérature, ce n'est pas la même chose suivant les périodes. Je vous ai parlé tout à l'heure, en présentant de mon sujet de thèse, cette légende du purgatoire de Saint-Patrick. Moi, je suis littéraire. C'est pas du tout sûr que ces textes-là étaient considérés comme du texte littéraire, comme aujourd'hui on parle de texte littéraire. Ils avaient d'autres enjeux plus larges que nos textes littéraires actuels. En tout cas, il m'a semblé que cette histoire mélusinienne, elle était aussi extrêmement paradoxale. Parce qu'elle essaie de refonder un lignage, de donner une mémoire à un lignage qui existe bel et bien, mais une mémoire qui s'appuie sur le secret. Puisqu'au départ, on ne doit pas savoir qui est l'ancêtre. On le découvre. Elle est dénoncée. Elle est trahie. Mais on réinvente une mémoire qui s'appuie à la fois sur un secret, sur un tabou, et sur un être atemporel, sur un être précisément qui échappe à la mémoire. On ne sait pas depuis combien de temps Mélusine a erré à travers le monde avant de rencontrer Raymondin. Donc, on remonte le cours de l'histoire pour arriver à une espèce de puits sans fin de source de l'histoire. Donc il y a quelque chose qui est assez étrange. Et puis on fonde cette histoire sur le secret, sur le tabou, et en même temps on exhibe le problème avec toutes ces stigmates des fils. Au cas où on ne savait pas qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'union, quand même ces enfants, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur famille. C'est visible, ils le portent sur leur visage, ça pourrait être des stigmates cachés qu'on ne voit pas. Ben non, c'est toujours le visage qui est en cause. C'est ce qui est vu justement. C'est une adresse au monde extérieur. Donc on est entre le secret et l'exhibition, en quelque sorte, de cet art-là. Et puis, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, je vous ai parlé un petit peu des réécritures pour la jeunesse, mais ça fonctionne très bien pour la jeunesse. Les romans mélusiniens, en fait, ils sont réécrits où on s'en inspire à différentes époques. Vous avez le surréalisme qui s'est inspiré de Mélusine, vous avez des poètes comme Octavio Paz, vous avez beaucoup de littérateurs qui ont rêvé, en tout cas, sur cette image mélusinienne. Il
Pourquoi? Et notamment aujourd'hui, jusqu'à nos jours, parce qu'il me semble que de façon anachronique ou non, on peut y lire différentes grandes questions qui nous préoccupent tous, hier, aujourd'hui. Par exemple, peut-on renier ce qu'on est? Cette fée qui rêve d'être humaine, qui veut être humaine, qui renie en quelque sorte sa nature. Peut-on devenir autre que soi-même? Elle aspire à changer de nature. C'est quand même une question qui se pose, on va dire, à l'être humain. Est-ce que vivre, ce n'est pas précisément devenir ce qu'on aspire à être? Une question plus philosophique. On peut trouver des réponses dans les romans mélusiniens, on peut trouver des éléments de réflexion. Est-ce qu'on est complètement libre de ce qu'on veut être? On voit bien que Mélusine, elle s'emploie à devenir une femme chrétienne, à avoir un lignage chrétien, puis elle est quand même rattrapée par sa nature, puisqu'elle n'y arrive pas. Elle reste fée. Existe-t-il une destinée qui préside? Il y a une malédiction de la mère, mais on est dans un monde chrétien, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a aussi Dieu là-dedans. Lui, qu'est-ce qu'il choisit? À quoi est-ce qu'il préside? Est-ce que c'est la faute de Geoffroy? Est-ce que c'est la faute de Raymondin? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Une autre entité? Et puis la légende, elle nous met aux prises avec des contradictions de notre humanité, de ce que c'est qu'un être humain. L'humanité est prise de beauté, de sentiments, mais pour laquelle amour rime souvent avec altérité. On peut voir aussi dans cette histoire d'union entre un être humain et un être surnaturel, et puis de l'échec de ces unions, le problème de l'amour. L'amour comme aspiration à un idéal d'union avec l'autre, mais l'autre là avec un grand A, l'autre qui n'est pas exactement comme moi-même, même qui est carrément bizarre, qui est carrément monstrueux. Cette image de l'altérité en amour qu'on retrouve de façon métaphorique ici. Elle nous met cette histoire aussi, cette légende, aux prises avec nos propres contradictions, nos propres tabous, avec le rôle des apparences, dans un contexte moral où les limites se brouillent, les contours se brouillent. Celle qui est dénoncée, c'est la femme monstrueuse. Or, dans les textes, on se demande en fait qui est le plus coupable. Celui qui médit, celui qui cause la rupture. Elle apporte prospérité. Elle encourage ses fils vers la voie du salut, vers la voie morale, vers une vie digne. Et c'est elle qui est condamnée, c'est elle qui est rejetée du monde. C'est pourquoi les romans de Mélusine ont souvent été utilisés pour la jeunesse, pour parler justement du monstrueux, du regard qu'on porte sur l'autre qui est différent par rapport à la norme. Il y a une inversion entre le bourreau et le condamné. Et puis, elle est le symbole aussi de l'idéal, Mélusine, de l'idéal qu'elle porte et de l'idéal qu'elle incarne. Quelque chose qui est toujours dans ce monde médiéval assez ambivalent, assez complexe, assez paradoxal, et qui nous rappelle à la fois la beauté et la singularité de cette littérature et de cet imaginaire qui, je pense, sont destinés à nous demeurer souvent mystérieux et incompréhensibles, ce qui, pour le coup, ne me décourage pas du tout, au contraire, qui va m'attirer encore, parce que il me semble que dans le champ littéraire, c'est souvent la matière qui résiste le plus à l'interprétation et à l'élucidation qui est la plus riche, qui va nécessiter qu'on y revienne. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? J'ai terminé. Merci. Merci. Il s'appelle Envoûtante Mélusine. Oui.
populaire d'ici de domicile. Ça dépend quel âge, mais oui, en fait, l'idée, il est dans une série qui s'appelle Grande figure du Moyen-Âge, c'est le premier de la série, et c'était une série qui normalement devait se destiner à un large public. Je dis normalement parce qu'elle a évolué au fil du temps, et suivant les volumes, le public est variable. Mais moi, l'idée, quand on me l'a demandé, il devait se concevoir sans notes, sans référence érudite outre mesure. Ça s'appuie sur la recherche universitaire, mais l'idée, c'est une idée de partage de cette recherche. Normalement, oui, il est lisible. Enfin, de littérature, finalement, c'était un roman oral. La matière de départ était orale. Les romans de Jean d'Arras, il faudrait qu'ils soient écrits. Voilà, ils sont écrits. Parce qu'on pourrait parler aussi des romans psychologiques. À ma lecture, oui. Moi, je suis complètement de cet avis-là. Tout le monde ne dirait pas ça, et c'est vrai que c'est un petit peu anachronique. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai travaillé beaucoup aussi sur les réécritures de ces romans. Et effectivement, aujourd'hui, on les reçoit comme ça. Et on y trouve toutes ces questions-là et des éléments de réponse très intéressants, très fins. Je disais la réaction, par exemple, de répondants. C'est pour ça que ça me peine quand on fait dire dans les romans pour la jeunesse, il la trouve horrible, il est écœuré, il tombe dans les pommes tellement elle est moche. Il ne dit pas ça parce que la beauté, elle est ailleurs, elle est au-delà de l'apparence, etc. Et je trouve que c'est justement dommage, en particulier pour les enfants, de réduire ça. Mais c'est vrai que je ne pense pas que Jean d'Arras et Coudrette se posaient forcément ces questions-là dans ces termes-là. Oui, mais à cette époque-là, si vous voulez, c'était une façon d'exprimer la philosophie, la psychologie. Alors c'est sans doute pas l'objectif premier, mais effectivement, je pense que quand on voit où ça s'est diffusé et quels ont été une partie des lecteurs de ces romans, c'était pas que des gens qui s'intéressaient à l'histoire du Moyen-Âge, loin de là. Effectivement, des gens qui lisaient cela pour d'autres motifs. Et très vite, cette histoire de Mélusine, elle s'est diffusée dans la littérature de colportage, jusqu'à assez tard. Et on a divisé justement l'histoire de Mélusine et l'histoire de son fils Geoffroy. Deux volumes différents, parce que Geoffroy, il a une vie suffisamment riche pour en faire un héros à part entière. L'histoire de Mélusine devient plus une histoire d'amour, parce que je ne vais pas beaucoup développer ça, mais c'est une histoire d'amour sidérante. Au moment où Raymondin transgresse la première fois, on nous dit son repentir et on nous dit sa honte d'avoir trahi cette femme qu'il découvre quand même comme monstrueuse. Enfin, je sais pas, ce que je dis souvent à mes étudiants, imaginez que votre petite amie, vous la découvriez semi-serpente, peut-être que vous auriez un petit moment de recul, même si vous l'aimez beaucoup. Là, pas du tout. Et puis, au moment où elle quitte le monde, on nous dit bien le désespoir que ça représente. Et curieusement, on a une inversion des rôles. Cette fée qu'on présente au départ en quête d'une âme, elle va choisir de s'unir avec un humain pour avancer vers Dieu. Les choses s'inversent, c'est parce qu'elle le quitte que lui va progresser vers Dieu. Il va trouver consolation de cette perte par une vie spirituelle. Donc il y a quelque chose sur l'aspiration au divin. Et en tout cas, il y a un lien entre la recherche d'un amour absolu et puis la recherche du salut en Dieu. Et ces illustrations sont de quelle époque, enfin, par rapport au livre de... C'est la première, en fait, ce sont des illustrations qui ont été faites à partir de la réécriture allemande de Turing von Ringoltingen. Voilà, ça c'est 1478. C'est la première édition française qui a été faite à partir des dessins de l'édition allemande. Et donc, 1478 pour cette édition-là, on est à la frontière, on passe de l'enluminure à la gravure. Et curieusement, ça s'est beaucoup diffusé à l'aube de la Renaissance, parce que justement, Mélusine, c'est une figure charnière. C'est vraiment une figure de la fin du Moyen-Âge. Et le livre de Jean d'Arras, il a été écrit, vous l'avez dit, 1392. 1392-1393.
Les datations, hein, souvent les datations médiévales, elles sont un peu là. Donc c'est avant. Oui. Ça a été fait au moment où on a imprimé pour la première fois les romans. Donc, les premiers textes de Jean Larras ont peu d'illustrations, voire pas. La version de Coudray, elle a été illustrée assez vite. On trouve des belles enluminures comme celle que je vous ai montrée avec la femme sirène. Voilà, abîmée, on ne voit pas très bien la tête dans l'enluminure médiévale. Et cette version-là, vous trouvez, si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est un site que vous fréquentez, le site de la BNF, et particulièrement Gallica. Si vous avez dans les images et vous tapez Mélusine, vous trouvez toute une série de ces petites images, puisqu'il y avait tous les épisodes qui étaient illustrés. Et vous verrez, il n'y a pas grand-chose sur les stigmates, sur les tares des enfants. Parce que ça gênait quand même, ça donnait une image très très négative. Et pourquoi il y a eu 10 filles et aucune fille? C'était mal vu d'avoir des filles à l'époque? Alors, je me suis posé la question. Alors oui, bien sûr, l'idéal, c'est quand même d'avoir des fils. On est quand même en plus dans un roman lignagé. La transmission des territoires, tout ça, c'est par les fils, c'est par les mâles. On est dans un monde médiéval où quand même, c'est mieux d'avoir un garçon qu'une fille. On aurait pu très bien, on avait dit, ça aurait pu avoir 2 filles, en plus. On aurait pu avoir quelques filles dans le lot. Je pense qu'il y a aussi le problème de la transmission de la nature féerique. Les fils, ils ont des stigmates, mais ce sont des hommes. Une fille, pour rivaliser avec la mère, il a fallu qu'elle... Je ne sais pas comment il a fait qu'elle s'y prenne, mais ça aurait été très compliqué. Elle ne pouvait pas avoir des doubles, parce qu'elle était destinée à disparaître de la filiation. Et en même temps, les fils, ils ont le bon côté de l'ancêtre surnaturel, mais pas le côté sulfureux. Parce que je vous avais dit, hein, la femme, dans cet imaginaire médiéval, j'aime pas dire que le Moyen-Âge est misogyne parce qu'on l'a trop dit et puis je pense pas ça, mais il y a quand même quelque chose dans la femme qui inquiète énormément. Du coup, pour légitimer le lignage, il valait mieux passer par des garçons. Et ces filles, c'est surtout ça a bien changé. Vous voyez? Alors, une autre explication, les fils sont tous nés avant la première transgression, sauf les 2 derniers, qui n'ont pas de tare. Alors pourquoi les premiers fils ont une tare? Puisque le tabou n'avait pas été Alors, ce qu'on dit, c'est que, en fait, alors là, il faudrait rentrer dans des détails, mais c'est intéressant. Il y a deux façons de concevoir l'union entre un être humain et un être surnaturel. Il y a ce fameux modèle mélusinien, qu'on va trouver avant les romans de Mélusine, mais qu'on appelle modèle mélusinien. C'est le moment où une fée va sortir de son monde des fées pour s'unir à un être humain et vivre dans le monde des hommes. Autre possibilité, c'est plutôt ce qu'incarne Morgane, c'est le schéma morganien, c'est une fée qui trouve un homme fort à son goût et puis qui l'emmène dans son monde, qui l'enlève. Et il vit dans le monde féerique. Alors je me content dans un premier temps, surtout que Morgane elle est présentée comme plutôt pas mal, et puis ça se passe bien, puis au bout d'un moment, il dit ça vaut mieux que je rentre voir mes parents, mon frère, ma soeur. Elle dit non, tu restes avec moi, et puis en général il s'enfuit. Il y a rupture aussi. Dans les 2 cas, rupture à un moment ou à un autre. Morgane, ça va même très loin, on nous dit même qu'elle enlève des petits garçons, tout petits, pour les élever, pour en faire ses amants. Est-ce qu'il y a une filiation? Parce qu'il y a un lien de parenté entre Morgane et Mélusine? Normalement, non, il n'y a pas de filiation entre Morgane et Mélusine. Dans certaines réécritures, on nous dit que quand elle part en Avalon, elle part, oui, elle côtoie Morgane. Alors, vous avez dans le monde médiéval, on utilise parfois les mêmes noms. Pour Mélusine, c'est pas trop vrai, mais pour Morgane, c'est vrai pour désigner des personnages qui sont en fait très 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 différents, dans des contextes très très différents. Et en parlant de disparition, justement, elle est partie où ensuite, Mélusine? Après Alors, là aussi, on raconte plusieurs choses. Soit elle a disparu complètement, mais souvent, on nous dit, et il y a des témoignages à la fin des romans, notamment dans le roman de Coudray, que des gens qui sont allés habiter dans les forteresses l'ont vue apparaître sous une forme un petit peu spectrale. Et il y en a même qui ont dit qu'elle leur a fait peur, notamment un couple qui était couché, et d'un coup, dans la nuit, ils l'ont vue apparaître, ils sont partis en courant, et ils ont expliqué qu'ils avaient vu une apparition un peu étrange. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas disparaître complètement, puisqu'elle n'a pas pu avoir une âme, et du coup, elle hante encore le monde. Il y a son empreinte sur les escaliers du château de Lusignan. Je suis originaire de Lusignan.
Mais oui, hein, je vous ai dit, l'idée c'est qu'il y a des preuves, hein. C'est qu'elle existe. Hein. Ouais. Alors, en général, elle existe, mais on ne la voit pas. C'est ça que ça arrange quand même. Alors, ce que je vous disais, il y a des endroits aussi dans les différents édifices où on nous dit qu'il y a régulièrement des apparitions surnaturelles. C'est un petit peu comme les banshees de l'univers celtique. Elle va réapparaître notamment au moment de changement propriétaire des édifices, au moment de la mort de certains descendants. Là, on nous dit qu'elle réapparaît. Parfois même, on nous dit qu'elle crie. Elle indique que tel ou tel va mourir par un cri. Bon, alors, ça va dépendre. Ça, c'est pas dans les romans de Jean d'Arras ou de Coudrette. Dans Coudrette, on nous parle d'une réapparition avec ce couple on va dire, d'envahisseurs qui a été dérangé par son apparition. Mais après, les auteurs médiévaux n'en parlent plus parce qu'en fait, comme ce sont des romans lignagés, on refonde le lignage en revendiquant le territoire avec cette figure féerique. Mais enfin, une des conférences que j'ai prononcées, il y avait un descendant de Lusignan. Je pense que les Lusignans actuels, en général, ne disent pas ma grand-mère était une fée. Et donc, on l'évacue après, hein, parce que ça fait un peu désordre quand même. On préfère avoir des ancêtres qui sont un peu historiques, quoi. Qui vaguement pas une queue de poisson, parce que ça fait pas sérieux. Au bout d'un certain temps, voilà. Donc, elles disparaissent. Et comment les chrétiens de l'époque concevaient de combiner à la fois donc, les créatures de Dieu et puis ces fées qui ressemblent quand même étrangement aux créatures de Dieu, qui peuvent même s'accoupler et enfanter avec eux? Alors, ça c'est la grande question que se posaient beaucoup de penseurs de l'époque, notamment le fameux Gervais de Tilbury dont je vous parlais. Alors lui, il a une réponse que moi je trouve vraiment très très jolie. Parce que c'est un petit peu comme l'autre débat qui préoccupait beaucoup les gens du Moyen-Âge, c'est le rapport entre la foi et la raison. Comment on peut commencer à développer la rationalité et puis quand même continuer à croire. C'est démentiel. À un moment donné, c'est pas possible. La science et la religion, encore aujourd'hui, il y a plein de débats là-dessus. Alors on se plaît à dire oui, alors les théories du Big Bang, ça correspond au niveau de la chronologie, à la création, etc. Bon, oui, mais à un moment donné, on a quand même deux interprétations très très divergentes. Alors Gervais, il dit, moi je pense que les faits ça existe, les créatures surnaturelles ça existe, alors que Gervais de Tilbury c'est un représentant de l'orthodoxie, c'est un représentant du christianisme pur et dur. Et même, croire aux faits, c'est une preuve de foi. Ce sont les plus croyants parmi nous qui croient aux faits. Parce que, c'est pas parce que notre petite intelligence humaine est incapable de concevoir l'existence de ces créatures qu'elles n'existent pas. Dieu, lui, il est beaucoup plus intelligent que nous. Et ne pas croire aux faits, ça veut dire minimiser le pouvoir divin. Dire qu'il ne peut pas créer des choses comme ça. Si, il peut créer des choses comme ça. Nous, humains, on n'y comprend rien parce qu'on a une petite intelligence. Moi, je ne les ai pas vues, mais comme je suis très croyant, je veux bien y croire. Et la pirouette, je la trouve très très jolie parce qu'elle met tout le monde d'accord. Finalement, très bien. Et donc, c'est comme ça qu'il explique, qu'il va choisir d'appeler le personnage fée au début du roman, les auteurs médiévaux. C'est que finalement, c'est pas si sulfureux que ça, c'est preuve de la toute-puissance de Dieu, c'est que voilà, ça peut exister, que c'est incroyable, mais que finalement à Dieu rien n'est impossible. Merci. Alors,